Aujourd'hui, syndicats et politiques sont réunis. C'est une première manifestation en vue du 26 mai, une première réussite. Est-ce que déjà vous pouvez tirer un premier bilan à la première heure de cette manifestation? Je pense qu'on a réussi notre pari. On disait qu'il y avait moyen de réveiller tous les gens qui ne sont pas forcément aujourd'hui engagés dans la lutte des cheminots ou dans la lutte des étudiants et ainsi de suite, mais qu'il y avait chez des centaines de milliers de personnes dans le pays, vraisemblablement des millions de personnes dans le pays, le désir d'autre chose qu'une société où règne seulement la concurrence et un économisme étroit. Et aujourd'hui, c'est cette société qui se réveille. Je ne sais pas si on parviendra aux millions, mais je sais qu'on est dans une dynamique. La cloison a commencé à se casser, parce que vous parlez du mouvement politique et du mouvement syndical, mais il y a aussi le mouvement citoyen. Est-ce que, M. Ruffin, c'est une bonne chose aujourd'hui pour cette manifestation, qui est une préfiguration de celle du 26 mai, que Jean-Luc Mélenchon ne se soit pas mis en tête? J'évite les questions politiques et partisanes. Moi, je vois quel est le rôle qu'on peut jouer, un moteur se met à démarrer quand il y a la rencontre de plusieurs éléments et de plusieurs ingrédients différents. Et là, nous sommes parvenus à mélanger du citoyen, du politique et du syndical. Et c'est ça qui a pris, et j'espère que c'est ça qui continuera de prendre de manière plus importante. Oui, pour la suite. Qu'est-ce qui vous permet de dire que les choses resteront calmes aujourd'hui? Écoutez, moi je suis responsable de la sécurité, d'accord? Donc je me suis baladé en tête de cortège, je n'ai pas vu de personne avec des casques, je n'ai pas vu de personne avec des lunettes de piscine, je n'ai pas vu tout ça. Et j'ai la préfecture de police à peu près tous les 10 minutes, un quart d'heure au téléphone, qui me dit quoi? Qui me dit pour l'instant tout est calme. Donc ce qui prouve que toutes les prévisions catastrophiques qui ont été annoncées pendant toute la semaine par le gouvernement, elles sont nulles. Et ils sont aussi nuls sur les prévisions économiques et sur les prévisions sociales et sur le reste. D'accord? Voilà, donc c'est un indice de leur nullité. Et c'est un double indice de leur nullité, c'est leur nullité politique. Est-ce que c'est un indice de l'efficacité aussi de la préfecture de police associée au service d'ordre de la manifestation? Et de nous-mêmes, puisque nous avons travaillé une manifestation qui soit festive. Mais surtout, c'est un indice de leur nullité politique. Vous apparaissez un peu comme le héros de cette fête. Pardon? Vous apparaissez comme le héros de cette fête. J'espère que les héros, ce sont les lutteurs qu'on a choisi de mettre dans le carré de tête. Voilà. Ruffin président, ça vous évoque quoi? Non, déjà je m'emmerde un peu à l'Assemblée parce que je me sens asphyxié, donc j'ai pas envie d'être encore plus asphyxié dans un palais présidentiel. Voilà. Ok. Et je me sens mieux ici avec les gens dans la rue. Et je vois de très bon augure l'immensité de notre rassemblement aujourd'hui. Et sachez qu'à cette heure, il y a, pour des raisons qui m'échappent, déjà des gens qui se sont rassemblés dans leur ville, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, si bien que le 26 mai, ce sera, mes amis, le premier jour de la grande marée populaire à laquelle nous appelons résistance! 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 L'idée est quoi? Le peuple français, profondément, son identité, c'est la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et la France insoumise se veut être une expression de ça. Et je trouve ça bien, ce fils de drapeau français, c'est bien. Être français, c'est aussi dire non, je crois, sur le fond, j'entends, à la politique qui est menée par le gouvernement, qui remet en cause la conception républicaine de la nation, telle que nous on l'a défendue. Vous avez vu, il y a en tête de ce cortège le carré des syndicats, avec derrière le carré des syndicats un homme, un oligarque qui est pendu. Il y avait eu toute cette polémique sur la figure d'Emmanuel Macron qui était pendu. Est-ce que vous trouvez que les réflexions qui ont été faites à ce sujet, comme sur d'autres, sur les affiches, sur la violence... Écoutez, on a été des millions à dire « je suis Charlie ». L'esprit Charlie, c'est le droit à la caricature. Voilà. Charlie n'est pas un journal, Charlie Hebdo n'était pas un journal qui appelait à la violence. Et pourtant, quand il y avait des dessins qui mettaient parfois des symboles qui, pris au premier degré, peuvent parfois choquer, mais qui étaient des provocations. C'est le carnaval qui veut expurger la violence? Oui, voilà, il y a plein de choses, de manière de mettre en scène, etc. Bon, et l'hymne national de la France est aux armes citoyens, et on n'appelle pas les gens à s'armer. Et on chantait la semaine sanglante, il chantait la semaine sanglante en tête? Oui, mais bon, donc il y a plein de symboles, et il faut bien comprendre que de toute manière, ce qui l'emporte, et même ceux qui font, c'est pacifique, c'est une manière de dire on est en colère.
Et puis même parfois on transfère peut-être cette colère sur un objet symbolique plutôt que sur les vrais responsables. Qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre vis-à-vis de ces groupes, les Black Blocs et autres, qu'on n'a pas vu pour l'instant jusqu'ici? François Ruffin, que nous interviewions, nous disait qu'il n'en avait pas vu, qu'il n'avait pas vent qu'il y aurait ces jeunes-là. Est-ce que vous avez le moindre contact avec eux Non, franchement non. Moi je leur dis en plus qu'ils m'entendent, les casseurs, cassez-vous quoi. Enfin, c'est pas votre manifestation. Bon, puisqu'ils se disent autonomes, ben, qu'ils soient bien autonomes de nous, voilà. Voilà, on ne discute pas vraiment avec eux. Vous savez, c'est une mouvance compliquée. La dernière fois, le 1er mai, il y avait même des gens qui venaient, je crois, de Belgique, d'Italie, etc. Bon, et en même temps, je discutais avec Laurent, 47 ans, qui me disait, moi, ces Black Blocs, ça ne me choque pas. Qu'ils détruisent un McDo, ça ne me choque pas. Je suis plus choquée par la violence de ceux qui retirent 1 million aux hôpitaux. Ça, vous le comprenez aussi? Oui, non, mais je comprends que si on doit parler violence, parlons des violences, notamment économiques, qui licencient des gens, qui jettent au carreau des tas de gens. Mélenchon l'évoquait, les gens qui meurent au travail, tout ça, c'est de la violence qui souvent évolue. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans une société où la politique, les médias donnent... Il ne faut pas être idiot, casser une vitrine et de fait donner l'image au terme d'une grande manifestation comme le 1er mai, que c'est violent, alors que c'est pas ça qui s'est exprimé, ça aide, me semble-t-il, le gouvernement. C'est ça pourquoi je dis aux casseurs... Vous êtes en train de dire que le gouvernement a été presque satisfait de voir ces groupes? Moi je le crois, je l'ai déjà dit, il était en Australie, M. Macron, il a voulu nous assimiler aux violents et il a oublié que le sport national d'Australie c'est le boomerang et ça lui revient un peu au visage. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont venus pour dire... Il vous a fait de la publicité, c'est ça? Bah, du moins il y a plein de gens qui ont entendu l'appel de Macron qui disait en gros n'allez pas manifester ces violents, qui ont dit on va y aller pour dire non à Macron, lui faire sa fête entre guillemets en lui confirmant qu'on n'est pas d'accord avec sa politique. Et ça c'est bien, ça montre une bonne réaction. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de manifestation. La toilette. Ça va? L'attente pour le soin. Ouais. L'attente pour le diagnostic. Parce qu'effectivement aujourd'hui vous êtes unis tous ici, il y a le Parti communiste, il y a le Génération, les écologistes, la France insoumise, mais on sait que les uns et les autres vous avez des stratégies européennes très différentes. Est-ce que cette union va tenir pendant la campagne et même au début de la campagne des européennes? Mais sur la question de l'Europe, il faut d'abord être sur le fond cohérent. Et... Parce que nous sommes dans les pots d'échappement et j'avoue que dehors c'est un petit peu difficile. Non mais sur la question européenne, il faut d'abord être cohérent. On ne va pas faire des trucs de briques et de broc si on n'est pas d'accord sur des choses. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que nous, on est pour refuser les traités européens. On le dit clairement. Ils sont pour rompre avec les traités européens. Il y a beaucoup de forces politiques que vous évoquez. Vous parliez de Benoît Hamon, Génération. Lui, il dit que c'est dans le cadre des traités actuels qu'on peut faire différemment. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc on ne va pas fabriquer une liste qui ment, en quelque sorte, qui dit on est pour ou rester contre les traités, rester dedans. Non. Donc ça doit amener... D'abord, nous, on construit avec nos amis de Podemos. On a fait dernièrement une déclaration commune qui a été faite avec Jean-Luc Mélenchon et Pablo Iglesias, nos amis du bloc. Je vais d'ailleurs vous interrompre. Je vais vous interrompre parce que Jean-Luc Mélenchon est juste devant nous. On va tous aller l'écouter. Merci. Alors voilà Jean-Luc Mélenchon, je tends mon micro. Alors Ophélie, on n'a malheureusement pas pu prendre la question qui venait d'un internaute puisque Jean-Luc Mélenchon vient d'arriver. Voilà, d'abord c'est un grand bravo à François Ruffin qui a proposé cette formule et à toutes nos équipes qui font une démonstration absolument éblouissante de discipline et d'organisation. Et vous savez à quel point un homme comme moi est sensible à ces choses-là. Vous vous sentez déjà mobilisé vers le 26 mai, ça va être une nouvelle journée de temps. Oui, parce que là aujourd'hui c'était le palier à franchir. Il fallait absolument passer en bon ordre et de manière nombreuse l'étape du 5 mai. Pour l'instant, tout se passe bien, ça se passe dans de bonnes conditions. Est-ce que là aussi c'est une satisfaction et un message finalement envoyé à Emmanuel Macron? J'espère, mais il n'a jamais cru lui, il n'a pas cru 5 minutes sérieusement que nous étions des organisateurs de violence. Il ne peut pas le croire. Oui, je pense que de cette façon-là, il poursuit un travail, si vous voulez, d'identification à droite. C'est son but d'être le chef de la droite. Alors il n'y a rien de tel à droite que de casser... Mais que vous êtes le chef de la gauche. Ça va finir par être ça, j'ai l'impression, comme c'est parti. Mais bon, essentiellement le porte-parole de ça, oui, j'essaye de l'être. Je ne suis pas seul, c'est ça ma force maintenant. Parce que avant, on pouvait dire il est tout seul. Bon, maintenant il y a quand même 17 parlementaires. Tout le monde a vu l'équipe, on voit des visages différents. Vous-même, vous vous en rendez compte parce que vous interrogez les uns les autres à tour de rôle. Donc oui, on est en train d'assister à l'émergence
d'une mouvance qui est plus large d'ailleurs que notre propre groupe parlementaire. C'est-à-dire, je crois que c'est une première dans l'histoire qu'un groupe parlementaire devienne une espèce d'organisation politique par procuration. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que la France insoumise est arrivée à faire ce que Jean-Luc Mélenchon seul n'était pas parvenu en septembre avec les syndicats et les partis politiques? Non, aujourd'hui c'est une mobilisation comme en septembre que nous avions fait, mais on l'avait fait dans un moment où les mobilisations sociales n'étaient pas aussi fortes. Ce qui change aujourd'hui, c'est que les mobilisations sociales sont fortes. Les cheminots, les jeunes, la colère monte dans ce pays. Et donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait encore plus de monde quand on leur donne l'occasion de manifester le week-end. Mais moi ce que je crois surtout, c'est que c'est que le début. Voilà, c'est que le début de mobilisation, de manifestation, et que le mois de mai va être assez dur pour Emmanuel Macron. Vous avez le sentiment que les cheminots et les étudiants aujourd'hui peuvent faire sortir dans la rue d'autres Français qui n'y sont pas et qui jusqu'à présent ne manifestaient pas spécialement l'envie d'y être? Vous savez, il y a 2 bonnes nouvelles en 2 jours. Hein. Il y a le PDG d'Air France qui a perdu son référendum et derrière c'est Emmanuel Macron qui prend un camouflet. Et sa démission en plus c'est parfait. Et aujourd'hui cette manifestation de masse, tout ça, ça donne de l'énergie. Ça va renforcer la confiance des cheminots qui vont se dire à Air France ils l'ont fait, nous on peut y arriver. Les étudiants vont se dire la même chose. Et en plus de ça, vous savez, on a peut-être, c'est pas encore finalisé. Il faut que les instances, notamment syndicales, le valident. Mais on a peut-être une journée en perspective le 26 mai dans laquelle là on se retrouverait tous ensemble partout en France. Voilà, c'est un bon mois de mai qui commence. Absolument. En même temps, on sait qu'en France, le taux de syndication est assez faible. Alors évidemment, la mobilisation est exceptionnelle aujourd'hui. Si vous arrivez à faire tomber les cloisons le 26 mai, ce sera quelque chose d'inédit. Mais il reste un taux de Français faiblement syndiqués. Est-ce qu'avec ça, vous avez le sentiment, face par exemple au mouvement de la République En Marche, de parler au nom de la France? Ça ne veut rien dire ça. Je veux dire, le taux de syndicats en France n'est pas synonyme du poids des syndicats. Ils ont un poids supérieur au nombre de syndicalistes. Je vous rappelle que, certes, il y avait peut-être un peu plus de syndicalistes en 68, mais ça a fait 10 millions de grévistes, il n'y avait pas 10 millions de syndicats dans la rue de syndiqués, en réalité, dans le pays. Donc, moi, je crois que une fois que vous avez une dynamique, une fois que vous avez une perspective, et que les gens voient la possibilité de mettre fin à une politique qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne souffrent pas, eh bien, ils prennent les moyens qui leur sont proposés, les grèves, les mobilisations de rue, etc. Ça fait partie de la démocratie et ça peut faire en sorte de faire échouer le projet de ce gouvernement. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'entendais M. Mélenchon tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, il avait un discours qui me semblait plus dur que celui qu'il avait à l'époque contre Nicolas Sarkozy. Vous pensez que Emmanuel Macron aujourd'hui est... Contre Nicolas Sarkozy, bien sûr. Autrefois, oui. Quand il était au pouvoir. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron va plus loin que n'allait oui, je pense Nicolas Sarkozy? Je pense que, quelque part, je pense que c'est un peu la même espèce, si vous voulez savoir. Mais sauf qu'à un moment donné, Nicolas Sarkozy a eu un problème qui s'est appelé la crise des subprimes. Et qui a fait qu'au lieu de libéraliser encore plus le pays, il a dû faire en sorte que l'État vienne au secours des banques à l'époque. Mais sinon, je pense qu'Emmanuel Macron reprend le fil. C'est un fil très néolibéral de casse de l'État social. Alors Hollande lui a préparé le terrain, Sarkozy lui a préparé le terrain, mais oui, c'est plus grave. Parce que là, cette fois-ci, il entend faire vite et casser tout ce qu'il reste d'acquis du Conseil national de résistance, des grandes grèves, des grandes mobilisations de 68. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut l'arrêter. C'est un succès pour les Françaises et les Français. On est en train de faire la démonstration qu'on peut fédérer l'opposition populaire à Emmanuel Macron dans la joie, dans le calme et la festivité. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, vous êtes observatrice de la vie politique et vous voyez là une marée de gens qui sont souriants sous le soleil, c'est coloré, c'est bon enfant. Alors, on essaie de trouver une forme qui permette de faire qu'on est content de se retrouver, mais on n'est pas pour autant content d'être là, c'est-à-dire qu'on préférerait ne pas avoir à être là. Ce que le peuple est en train d'exprimer, en tout cas celui qui est mobilisé aujourd'hui, c'est une frustration de voir tout ce qu'on aurait pu faire depuis 12 mois déjà, et tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a réussi pendant 12 mois, parce qu'il a essayé de renouveler beaucoup sur la forme, à avancer un programme qui en fait est très marqué politiquement. Et il aura peut-être fallu 12 mois aux Français pour se rendre compte de ce qu'il était en train de faire. J'ai l'impression, en entendant M. Mélenchon dans son intervention, qu'il est plus dur avec M. Macron qu'il ne l'était à l'époque avec M. Sarkozy. Est-ce que ça vous étonne? Mais si vous voulez, M. Macron s'est inscrit complètement dans le sillage de Sarkozy et Hollande, avec une mission qu'il s'est confiée et que d'autres lui ont confiée.
Qui sont les autres? Eh bien, cette minorité et ces puissances de l'argent qui ont voulu à tout prix qu'il soit le président de la République, parce qu'on ne peut pas ignorer que s'il est légitime et si personne ne peut contester les résultats d'élection, il n'y avait pas de mobilisation populaire favorable, massive à son programme. Il y a quand même des circonstances particulières à son élection. Enfin, il est arrivé en tête. Vous faites partie de ceux comme M. Lordon qui expliquent qu'il n'a été élu que par 10% en faisant des calculs un peu compliqués. Non, je ne vais pas dire ça pour la raison que, je veux dire, quand on voit ce qu'a été l'océan d'abstention, y compris aux législatives, on pourrait tous balayer devant notre porte et regarder avec quel pourcentage d'inscrits on a été élu. J'en sais quelque chose. Oui, et les communistes aussi. Ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas eu, dans ce contexte particulier, de mobilisation populaire qui soutenait un programme politique. Il y a eu le peuple terminé. Oui. Le deuxième tour face à Marine Le Pen, n'importe qui face à elle aurait gagné. Les gens ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Et en l'occurrence, le bulletin de vote qu'ils ont eu pour le faire, c'était M. Macron, pour ceux qui ont choisi de procéder de cette manière-là. Mais personne n'a voté pour avoir un président de la République qui se revendique le leader of the free market, comme on l'a vu dans Forbes. Les gens n'ont pas voté pour ce contenu-là. Vous n'avez pas lu le sentiment quand même d'une marée d'électeurs favorables à la République en marche? Non, plus aujourd'hui. Je pense que c'est en train de s'entamer. Ça a démarré comme ça, mais moi j'observe que de plus en plus de gens, y compris qui ont voté pour lui ou qui le soutenaient, on a vu y compris des intellectuels qui le soutenaient et qui sortent du bois maintenant. On voit que, j'ai vu les sondages comme vous, 60% des Français qui ne veulent d'ores et déjà pas qu'il se représente en 2022. 8 sur 10 qui considèrent que sa politique ne les sert aucunement. 72% qui confirment qu'il est bien le président des riches. Moi, si vous voulez, je ne me complais pas dans le fait de critiquer ce que fait Emmanuel Macron. Je suis terriblement frustré de voir tout ce que nous aurions pu faire de plus intelligent. Il a choisi, et il a sa cohérence politique, de redistribuer aux plus riches, de faire en sorte que c'est comme ça que l'économie repart, alors qu'en réalité, on voit, ça ne fonctionne pas. Il a choisi de baisser le curseur du service public pour augmenter celui du libéralisme économique. Cette politique nous mène à l'impasse. Vous voyez, je résume, je considère qu'Emmanuel Macron, sur tous les défis que nous avons à réaliser, il est en train de nous mettre en retard, il met la France en retard. Emmanuel. Il met la France en retard. En même temps, nous avons le sentiment, en lisant les adhésions aux différents syndicats en France, que les centrales aujourd'hui sont quand même en manque de cartes, d'encartés. Les chiffres sont assez durs, les responsables des centrales syndicales le reconnaissent eux-mêmes. Ils sont en tête de ce cortège. Dans le Figaro Magazine, aujourd'hui, nous avons publié un article sur les fonds, sur les finances des syndicats. Mais on sait qu'ils peuvent faire tenir le mouvement social assez longtemps. Mais 8% de Français syndiqués, est-ce que quand même ce n'est pas le signe qu'il y a aussi du côté des Français l'envie d'autre chose? Mais il y a surtout le fait que les organisations syndicales ont été durement mises à mal par des lois successives. Si on regarde ne serait-ce ce qu'a fait Emmanuel Macron avec l'ordonnance travail, c'est organiser les conditions aussi du contournement des syndicats, de faire en sorte qu'ils aient moins de poids dans l'entreprise. Donc les Françaises et les Français se disent de toute façon les choses ont été tellement entamées que à quoi bon? Pour autant, tout le monde voit bien que les syndicats dans ce pays gardent un rôle qui est central. Mais au-delà de ça... Avec seulement 8% de Français syndiqués? Mais leur rôle est important parce que bien souvent c'est eux qui produisent une contre-expertise, des contre-propositions. C'est essentiel. Et en réalité, regardez aujourd'hui ce qui se fait, même avec les chiffres que vous annoncez en matière de représentativité syndicale. Aujourd'hui, vous avez, notamment par ces mobilisations le week-end, vous avez y compris des gens qui sont très éloignés des organisations, qu'elles soient politiques, comme la mienne, ou syndicales, et qui ont envie de signifier leur soutien au mouvement. C'est ça que nous devons faire. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de fédérer cette opposition populaire qui s'exprime, y compris par des gens... Une minorité qui fédère la majorité des Français. Mais ça passe au-delà, parce qu'au-delà des partis politiques et des syndicats, vous avez de l'initiative citoyenne dans ce pays. Les gens ont vu là qu'il y avait un mot d'ordre, c'est de se mobiliser contre la politique d'Emmanuel Macron, parce que c'est bien le socle commun entre toutes les mobilisations. J'ai vu que certains éditorialistes et journalistes disaient mais finalement, quel serait le socle commun entre les cheminots, les étudiants, la santé? Oui. Eh bien le socle commun, c'est la politique libérale d'Emmanuel Macron. Voilà. C'est juste une chose, moi j'aimerais y compris que celles et ceux qui le soutiennent s'interrogent sur ce qu'on pourrait faire d'autre en ce moment. Je prendrai juste un exemple, la question climatique. Emmanuel Macron s'emploie à faire des effets de communication, mais il a appliqué sans discussion au Parlement le traité CETA avec le Canada, dont tout le monde dit que c'est une gabegie écologique. Il promeut la finance verte, alors qu'en réalité la finance est bien souvent aussi responsable de la marche du monde. Vous croyez que M. Hulot, au gouvernement, est pieds et poings liés, qu'il n'a pas les moyens d'agir? Il a été assez proche quand même de certains d'entre ceux qui défilent ici. Écoutez, effectivement, M. Hulot, il a une volonté maintenant. La question, c'est quelle marge de manœuvre il a pour le faire.
Vous voyez, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la France est entrée en dette écologique. On nous rabat les oreilles à longueur de journée avec la dette économique. En réalité, on voit bien que cette dette écologique, elle est prégnante parce que figurez-vous que la question climatique, elle nous met toutes et tous au pied du mur, j'ai envie de dire. Même par-delà nos appartenances politiques et Alors, nos idées. Monsieur Quatennens, je voudrais vous poser une dernière question, sauf si le Figaro se lasse de mes questions, mais vous me dites, quand tu me dis quand il faut une dernière question à Monsieur Quatennens, sur les européennes, on voit qu'il y a là aujourd'hui une certaine union des gauches qui jusqu'ici sont tout de même très divisées. Je pense à M. Hamon, à M. Laurent, à M. Cormand pour les écologistes, à Jean-Luc Mélenchon évidemment. Pour les européennes, vos points de vue sont très divisés, sont très différents. Est-ce que quand même, avec cette marée humaine, vous avez le sentiment que vous pourrez, pour les européennes, manifester une force politique commune? Écoutez, nous sommes disposés à discuter avec tout le monde, même avec les adversaires politiques. Mais aujourd'hui, je pense que l'unité n'est pas un préalable. L'unité des partis, des organisations, je veux dire. Le préalable, c'est le fond. Vous voyez, avec la France insoumise, de nombreux concitoyens, y compris, et puisque c'est le Figaro qui s'adresse à moi, y compris des gens de droite, viennent me voir en disant... Et qui sont ces gens de droite? Eh bien, vous avez des gens de droite à Lille, par exemple, qui viennent me voir et qui me disent, vous savez, je n'ai jamais voté à gauche de ma vie. Et vous avez créé avec la France Insoumise les conditions qu'on vous écoute, qu'on soit d'accord ou pas, et ça avance. Oui, je sais que Jean-Luc Mélenchon est soucieux de pouvoir unir le peuple contre l'oligarchie, et y compris d'ailleurs le peuple de droite, puisque beaucoup de responsables de la France Insoumise, dont vous êtes, mais aussi Alexis Corbière et d'autres, sont allés intervenir dans des médias qui sont plutôt considérés à droite, comme Atlantico, comme Causeur, comme autres. Est-ce que c'est une stratégie de la France Insoumise d'essayer aussi d'aller draguer, entre guillemets, le peuple de la droite radicale ou de la droite tout court? Non, notre stratégie n'est pas une stratégie politicienne, en ce sens que ce qui nous intéresse, ce ne sont pas de fédérer des étiquettes ou de nous adresser à un électorat en particulier. Nous voulons nous adresser à la grande masse du peuple avec des propositions. Et moi, je me fiche de savoir d'où viennent celles et ceux que je convainc, du moment qu'ils sont en accord avec ce que nous proposons. Alors c'est clair que s'il fallait mettre dans un référentiel politique préétabli les propositions de la France Insoumise, évidemment que vous les metteriez dans un référentiel de gauche. Pour autant, le fait d'avoir ce format d'un mouvement populaire ouvert, souple, fait que, y compris des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce terme-là, moi c'est mon cas, moi je me revendique de la gauche, mais il y a des gens qui ne s'en revendiquent pas et qui pour autant sont d'accord avec ce que nous racontons. C'était la stratégie de Jean-Luc Mélenchon avec un drapeau bleu-blanc-rouge, d'ailleurs tous les drapeaux bleu-blanc-rouge que nous voyons autour de nous, avec le fil de la France Insoumise au milieu, alors qu'il y avait il y a 10 ans des drapeaux rouges partout. C'est une stratégie aussi. Mais vous savez, c'est plus qu'une stratégie. C'est un choix, c'est une réalité. Comme vous êtes une observatrice aguerrie, vous devez voir que dans la plupart des pays du monde, les organisations révolutionnaires sont très fiers de leur drapeau national en réalité, s'en revendiquent. Et donc il n'y a pas de raison que les choses soient autrement. On n'oublie pas l'héritage, y compris de la Révolution française. Mais je vais répondre à votre question. Avec le blanc au milieu. Mais je vais répondre à votre question sur les européennes, si vous le voulez bien. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas constituer un ventre mou politique. Il faut qu'on puisse s'accorder sur le fond. Et en l'occurrence, nous, ce que nous disons sur l'Europe est assez clair. Nous voulons renouer avec l'idéal européen, c'est-à-dire la coopération entre les peuples. C'est une rupture que vous souhaitez pour l'Europe. Ce que nous voulons, c'est renouer avec l'idéal européen de coopération entre les peuples. S'il fallait résumer à grands traits l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, voyez-vous, on a empaqueté entre eux des pays qui ne sont pas harmonisés socialement et fiscalement, dans des traités qui d'ailleurs, on en sait quelque chose en France, ont été refusés par référendum en 2005, mais ces traités, noir sur blanc, ils interdisent l'harmonisation fiscale et sociale. C'est écrit dans les traités. Donc les effets de dumping social qui font que vous voyez l'Europe se disloquer sous nos yeux. Ce n'est quand même pas la France insoumise qui a fait le Brexit en Angleterre, et ce n'est pas la France insoumise qui fait qu'il y a le retour de l'extrême droite partout dans les pays d'Europe. Est-ce que Jean-Luc... oui, si vous voulez bien. Donc nous disons aux tenants de l'Europe libérale, si vous craignez que l'Europe se disloque, eh bien continuez ce que vous êtes en train de faire, ça va arriver. Nous disons qu'on ne peut pas mener une politique progressiste, socialement, écologiquement, dans le cadre de ces traités. Et c'est tout le débat à gauche. La question c'est est-ce qu'on peut faire un traité constant ou pas? Nous voulons renégocier ces traités, et si l'on n'y parvient pas, il y a effectivement le plan B, qui est de faire autre chose avec celle-ci. Et qui est une sorte de Frexit. Jean-Luc Mélenchon est devant nous, Alexis Corbière est descendu du bus lui aussi. C'est un Frexit que vous souhaitez tous? Non, justement. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que notre souhait, c'est de faire par exemple ce que François Hollande avait promis de faire, renégocier, et qu'il n'a pas fait. Personne n'a essayé la renégociation. Nous sommes un grand pays, nous sommes la France. Si nous nous adressons à nos partenaires en disant il faut faire l'Europe autrement, on peut être écouté. Par contre, effectivement, pour ne pas tomber notamment dans l'écueil qu'a connu Alexis Tsipras en Grèce,
Nous disons que si la négociation ne fonctionne pas, eh bien nous devons être en capacité d'avoir préparé les choses pour faire autrement. Mais si vous voulez, la sortie des traités, pour nous, le plan B, ça n'est pas un objectif, c'est un moyen pour crédibiliser la négociation. Vous ne pouvez pas arriver à la table des négociations avec un pistolet à eau, avec des intérêts divergents qui sont ceux-là. Voilà. Nous allons arriver place de la République. Nous allons vous laisser ici avant d'arriver tous ensemble à la Bastille. Et merci pour cette intervention et bonne route. À vous. Merci. Je posais la question de savoir ce mouvement que Jean-Luc Mélenchon avait initié à l'automne de décloisonner les liens entre les politiques et les syndicats avait un peu échoué. Aujourd'hui, ça semble prendre. Est-ce que c'est le fait de mettre François Ruffin en tête ou est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui a pu changer la donne? C'est que je pense que tout le monde prend conscience de l'importance de se fédérer et de se fédérer pour montrer la détermination et la nécessité de tous s'auto-organiser. Et donc je pense que le 26 mai, la grande marée populaire sera très impressionnante. Et il faut penser à toutes les suites. Il faut vraiment que dans toutes les communes, ces insoumissions, elles s'auto-organisent. Vous avez le sentiment que le Parti Socialiste aujourd'hui a disparu entre... que le Parti Socialiste... De qui me parlez-vous? Vous avez déjà oublié le nom. On oublie. Jean-Luc Mélenchon est devenu l'opposant préféré d'Emmanuel Macron. L'un et l'autre savent qu'ils jouent à un jeu tous les deux, ça les arrange aussi. Est-ce que vous croyez que... On joue pas en fait. On joue pas parce que les gens souffrent, parce que la politique de Macron est une casse sociale sans précédent. Et ce qu'on organise, c'est vraiment la capacité à justement ne plus se soumettre et faire en sorte qu'il n'y ait plus une seule injustice, qu'il n'y ait plus une seule inégalité, qui ne fasse pas l'objet d'une mobilisation, d'une contestation. Voilà. Et s'il y a la joie là, dans cette manifestation, elle est très forte, parce qu'il y a une confiance collective qui est en train de se construire, que quand on porte un programme Les Jours Heureux, un projet Les Jours Heureux pour notre écosystème, pour la solidarité, eh bien on a la force de pouvoir le faire. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'aujourd'hui ce mouvement puisse prendre? Là, nous sommes évidemment au cœur de la manifestation. La mobilisation semble importante, mais nous ne sommes pas en marge. Nous ne voyons pas ce qui se passe en queue ou en tête de cortège. Nous ne savons pas comment ça va se terminer, ni même si la préfecture a déjà donné des chiffres en termes d'affluence. On sait déjà que les chiffres de la préfecture ne seront pas les chiffres que les gens auront ressentis dans cette mobilisation. Oui, elles ne seront pas plus justes que les vôtres, sans doute. Peu nous importe les chiffres de la préfecture. Je pense que ce qui est important, c'est que une mobilisation comme ça nous construit. Oui. Ça construit chaque citoyen, citoyenne qui y participe. Parce que ça construit sa confiance qu'il peut construire la suite et qu'il peut changer le cours de l'histoire. Et c'est ça qui est très important pour nous.